Comment est-il possible que dans une épave vieille de 2600 ans, on ait trouvé un métal fabriqué avec une technologie que nous n'avons réinventée qu'au XVIIIe siècle ? Pourquoi n'existe-t-il aucune trace des fours ou des artisans capables d'accomplir un tel miracle technologique dans tout le monde antique ? Quel rapport entre ces lingots et l'orichalque, ce métal légendaire qui, d'après Platon, recouvrait les temples de l'Atlantide ? Et surtout, pourquoi l'une des découvertes archéologiques les plus bouleversantes de notre siècle est-elle rapidement tombée dans un silence médiatique et académique inexplicable ? Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un mythe, mais de preuves matérielles qui défient l'histoire, un voyage entre science, mystère et savoir perdu. Mais avant de commencer, comme nous le faisons toujours, nous vous invitons à soutenir notre travail en vous abonnant à la chaîne. Pour vous, c'est un geste simple, mais pour nous, c'est essentiel. La mer ne préserve pas. Elle cache, engloutit les navires, corrode les métaux, brise les histoires et les transforme en sable. Pour chaque trésor qu'elle scelle dans la boue des fonds marins, il y en a 1000 qui sont effacés à jamais par sa fureur silencieuse. Mais parfois, après des siècles d'oubli, la mer choisit de rendre un fragment, un message dans une bouteille, envoyé d'une époque oubliée. En 2015, au large des côtes de Gela, en Sicile, la mer a rendu un message que personne n'était prêt à lire. Récupéré d'une épave ancienne, il n'y avait ni amphores ni céramiques ordinaires, il y avait une cargaison impossible provenant d'un passé bien plus profond que ce que ces eaux avaient jamais révélé. À environ 300 mètres du rivage et à moins de 3 mètres de profondeur repose l'épave fragmentée d'un navire très ancien, un navire marchand datant d'environ le 6e siècle avec J. Kentit fa mar cha se, époque archaïque où les routes de la Méditerranée étaient parcourues par des colons, des marchands et des navigateurs. Ce site a été localisé grâce à une combinaison de reconnaissance sonar, de plongées exploratoires et de relevés systématiques menés par la surintendance de la mer de la région Sicile, sous la direction de l'archéologue Sebastiano Tusa. Mais ce qui émerge de ce fond marin n'est ni une amphore ni une ancre, ce sont des lingots métalliques, des lingots lourds, irréguliers, incrustés par des siècles de sédiments marins, mais encore reconnaissables. La couleur est inhabituelle, un mélange entre le cuivre oxydé et le reflet de l'or ancien. Au début, on pense au bronze, l'alliage classique du monde antique, mais quelque chose ne colle pas. La forme n'est pas la forme standard des lingots de fusion, le poids est excessif et la densité est anormale. On décide alors d'analyser sa composition et ce qui en ressort est quelque chose que personne n'attendait. Les lingots sont composés de cuivre et de zinc avec de petits pourcentages d'autres éléments comme le plomb, le nickel et le fer. Un alliage artificiel obtenu non pas par hasard, mais à travers un processus délibéré. Sauf que cet alliage n'aurait pas dû exister dans le monde antique. Et c'est là que le mystère commence. Lorsque les laboratoires ont publié les résultats des analyses métallurgiques, la surprise a été totale. Ces lingots étaient décomposés d'un alliage de cuivre et de zinc, dans des proportions variables entre 75 et 80% de cuivre et entre 15 et 20% de zinc avec de faibles traces de fer, de nickel et de plomb. Il ne s'agissait donc pas d'un alliage naturel, mais d'un produit raffiné, intentionnel. Le problème, c'est que pour obtenir un alliage similaire, en particulier un qui contienne du zinc dans ces quantités, il faut un contrôle thermique et chimique avancé. Le zinc, en effet, est un métal avec un point d'ébullition très bas. Il s'évapore à environ 900 degrés Celsius, bien avant d'atteindre la température de fusion du cuivre, qui est autour de 1085 degrés Celsius. En d'autres termes, si au XVIe siècle et après JC, ils avaient simplement mélangé du minerai de zinc avec du cuivre dans un four traditionnel, le zinc se serait volatilisé sans se combiner à rien. Bien sûr, quelqu'un peut objecter qu'environ 500 ans plus tard, les Romains ont produit un alliage similaire qu'ils ont appelé orichalque. Ils l'ont créé avec une méthode ingénieuse, la cémentation, en chauffant le cuivre avec du minerai de zinc, la calamine, pour qu'il en absorbe les vapeurs. Mais c'était un procédé indirect, difficile à contrôler, et la qualité de l'alliage final était souvent inconstante. La qualité constante et homogène des lingots de Gela, en revanche, suggère un contrôle du processus qui paraît presque moderne. Une qualité qui dans le monde antique était très rare et qui ne deviendrait courante qu'avec l'avènement de la métallurgie industrielle. La question n'est donc pas seulement qui a fabriqué ces lingots avant les Romains, mais comment un tel savoir métallurgique existait déjà à une époque qu'on pensait sans ses capacités. Et pourquoi, malgré les progrès ultérieurs, ce niveau de maîtrise semble ensuite avoir disparu pendant des siècles.
Apparemment, nous n'avons aucun indice. Aucun texte ancien ne décrit cette technique et aucun autre site archéologique méditerranéen n'a livré d'alliage similaire. Et pourtant, 39 lingots existent, ils ont été découverts et représentent quelque chose que l'histoire officielle n'arrive pas à expliquer. Mais peut-être que la réponse n'a pas été perdue. Elle est simplement cachée dans un endroit différent, non pas dans les archives de la science, mais dans celles du mythe. Car pour ce métal impossible, le mythe a toujours eu un nom. Lorsque les analyses scientifiques ont confirmé la présence de zinc en pourcentage significatif et que la composition des lingots s'est révélée délibérée et homogène dans l'équipe de recherche, un mot a commencé à circuler, presque avec crainte. Un mot ancien, presque imprononçable dans le milieu académique, un mot qui vient directement des mythes, de la philosophie et d'un seul auteur précis, Platon. Ce mot était orichalque. En grec ancien, orichalque signifie littéralement cuivre de montagne ou cuivre brillant. C'est un métal que Platon mentionne 2 fois dans le Critias, l'un de ses derniers dialogues, où il raconte l'histoire de la légendaire Atlantide. Selon Platon, les Atlantes possédaient un alliage rare et précieux, brillant comme le feu, plus précieux que n'importe quel autre métal sauf l'or. Ils l'utilisaient pour recouvrir les murs des temples, les colonnes, même les sols du grand sanctuaire de Poséidon, et pour frapper des pièces de monnaie. À l'intérieur du temple, tout était recouvert d'or, à l'exception des statues. Les murs et les colonnes étaient recouverts d'orichalque qui brillait comme le feu. Mais qu'était vraiment cet orichalque ? Pendant des siècles, les érudits ont débattu sans parvenir à une conclusion. Certains l'ont interprété comme une variante poétique du cuivre, d'autres ont pensé à un alliage inventé, symbolique, créé par Platon pour donner corps au mythe. Mais la vérité, c'est qu'avant 2015 personnes n'avaient jamais trouvé quoi que ce soit qui puisse être identifié avec certitude comme de l'orichalque. Les lingots de Gela, par contre, correspondent de manière troublante à la description. Et enfin, ils ont été trouvés en mer sur une très ancienne route commerciale entre l'Orient et l'Occident. Le mot orichalque, à ce stade, n'est plus une étiquette mythique, mais une possibilité concrète, tellement concrète qu'elle met le monde académique dans l'embarras. Parce que si ces lingots sont vraiment ce qu'ils semblent être, alors l'Atlantide pourrait ne pas être seulement un mythe. Et une donnée matérielle incrustée de sel, revenue à la surface, devient un indice concret. Il y a des mythes qui résistent au temps plus que la pierre, des histoires qui traversent que les millénaires sans se briser, sans s'user, comme si elles contenaient en quelque chose qui va au-delà du simple récit. L'Atlantide est l'un de ces mythes, l'un des plus puissants, l'un des plus troublants, parce qu'il ne se contente pas d'évoquer une civilisation perdue. Il nous parle d'un savoir qui n'aurait pas dû exister. Platon en parle dans le Timée et le Critias, attribuant l'histoire à Solon, qu'il aurait apprise en Égypte auprès des prêtres de Saïs. Mais pourquoi l'orichalque était-il si précieux, juste après l'or ? Ses propriétés physiques, que nous connaissons aujourd'hui comme celles du laiton de haute qualité, nous l'expliquent, son exceptionnelle résistance à la corrosion. Cela en aurait fait un matériau stratégique pour une puissance maritime. Imaginons des coques de navires recouvertes de ce métal, plus rapides, plus durables, immunisées contre les organismes marins ou des composants cruciaux comme des ancres, des pompes et des clous capables de résister à la mer pendant des siècles. Sans parler de son utilisation en architecture, des plaques d'orichalque protégeant les murs des temples, brillantes comme le feu et presque éternelles. Ce n'était pas seulement un luxe, c'était un avantage technologique absolu, le métal parfait pour dominer la mer et construire pour l'éternité. Mais ensuite, soudainement, quelque chose se produit. L'Atlantide est détruite en un seul jour et une seule nuit, engloutie par la mer. Les historiens modernes ont longtemps interprété ce récit comme une pure allégorie. Une fable politique inventée par Platon pour critiquer l'Athènes de son époque et pour construire un modèle idéal de cité juste. Un mythe pédagogique, en somme, rien de plus. Mais tout le monde n'a pas été de cet avis. Déjà dans l'Antiquité, certains auteurs se demandaient si Platon ne s'était pas inspiré d'un souvenir réel, déformé par le temps, mais fondé sur des événements concrets. Et ces dernières décennies, avec l'émergence de nouvelles découvertes archéologiques et paléoclimatiques, l'idée d'une civilisation avancée, ayant existé avant l'histoire officielle, a commencé à faire son chemin même en dehors des cercles académiques. Face à ces lingots de Gela, la logique nous confronte à un choix brutal.
soit nous acceptons qu'au VIe siècle AVNJC. Il existait une fonderie fantôme dotée d'une technologie presque futuriste, soit nous changeons complètement de perspective. Si cette fonderie avait existé, nous serions confrontés à deux énigmes insurmontables. La première est le vide manufacturier. Ces 39 lingots ne sont pas des expériences, c'est une production standardisée, une matière première prête à être travaillée. Mais alors, où sont les produits en fini? Où sont les casques, les statues, les bijoux réalisés avec ce métal supérieur? Sur aucun site de la Méditerranée, on n'a jamais trouvé la moindre trace d'objets contemporains réalisés avec cet alliage. Est-il donc possible que tout ait été perdu? Le deuxième, c'est le paradoxe technologique. Lorsque les Romains, 5 siècles plus tard, commencèrent à produire l'orichalque par sémentation, le résultat était souvent moins uniforme, plus variable dans sa composition. Mais les lingots de Gela présentent une homogénéité surprenante, une qualité qu'il faudra attendre longtemps avant de retrouver régulièrement. Aucune explication conventionnelle, ni le hasard, ni une provenance exotique inconnue ne parviennent à résoudre ces deux paradoxes. Mais si nous changeons de perspective, tout commence à avoir un sens. Si nous supposons que la cargaison du navire n'était pas le fruit d'une production contemporaine, mais une découverte, un trésor déjà ancien au moment du naufrage, les pièces du puzzle s'assemblent. Dans ce scénario, il n'y a pas de fonderie fantôme à trouver. Il n'y a pas d'artefacts contemporains, car le savoir pour les créer avait déjà été perdu. L'écart technologique avec les Romains s'explique de lui-même. Ils essayaient de réinventer quelque chose dont la mémoire avait été perdue. La cargaison de Gela devient ainsi quelque chose de bien plus profond qu'une simple marchandise. Elle devient le fragment d'une civilisation antérieure, un héritage récupéré du passé. Peut-être provenant des ruines d'un temple oublié ou d'un site sacré appartenant à une culture invisible qui possédait une science que nous avons seulement commencé à comprendre. La nouvelle des lingots de Gela est rapidement tombée dans l'oubli, les gros titres des journaux se sont éteints, les documentaires se sont arrêtés. On n'a jamais reparlé des premières hypothèses ni du soi-disant orichalque. Et pourtant, le paradoxe est là, sous les yeux de tous, au musée archéologique de Gela, que chacun d'entre nous peut visiter. Les lingots sont encore visibles, gardés, conservés et pourtant scientifiquement ignorés. Platon parlait de l'Atlantide comme d'une civilisation détruite, 9000 ans avant son époque, c'est-à-dire il y a environ 11 500 ans. Une date qui coïncide de façon impressionnante avec la fin de la dernière ère glaciaire et avec l'événement mystérieux connu sous le nom de Dryas récent. Une période de bouleversement climatique, d'inondations et de destruction à l'échelle mondiale. Depuis longtemps, des chercheurs et archéologues non conventionnels avancent qu'un élément majeur a été perdu à cette époque. Une civilisation, un savoir, un système de connaissances qui s'est brisé puis a survécu sous forme de fragments, de légendes, de mythes et peut-être d'objets réels. Peut-être ne découvrirons-nous jamais une cité engloutie aux murs concentriques et temples dorés. Mais peut-être que ce n'est pas nécessaire, car parfois, il suffit d'un fragment, d'un objet impossible au mauvais endroit, d'un métal qui ne devrait pas exister, et lorsque ces fragments émergent, se dressent, nous ne pouvons plus faire semblant de rien. Arrivé à ce point, nous sommes vraiment curieux de connaître votre avis. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez soutenir notre travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine histoire, merci d'avoir regardé.